Bonjour à tous, bienvenue sur Échec et Pédagogie, salut Romu. Salut Laurent, salut à tous. Alors pour votre étude hebdomadaire, nous avons sélectionné une composition de Troïtski, bien connue des amateurs d'études, publiée en 1929. Malgré un matériel extrêmement réduit, les blancs vont pouvoir gagner la partie à l'aide de certaines techniques particulièrement instructives. Donc on va vous laisser mettre en pause la vidéo et chercher par vous-même quelles sont ces méthodes de gain. Et ensuite, lorsque vous serez sûr et certain d'avoir trouvé, vous pourrez vérifier votre solution à l'aide de la solution officielle qui va vous être présentée par Romu. Alors effectivement, on va essayer de comprendre un peu ce qui se passe malgré le matériel réduit, comme tu l'as dit. On voit que les noirs ont deux soucis. Le premier, c'est le fou A8 qui est enfermé pour l'instant par le pion C6. Donc le fou a du mal à s'exprimer, donc les noirs pourraient tenter tôt ou tard de sortir le fou, soit par B7, C8, B7, A6, ou tout simplement en ouvrant la diagonale par le coup C6, C5. Et l'autre écueil qui se présente aussi dans la position des noirs, c'est la position relativement éloignée du roi, qui est pour l'instant en H8. Alors c'est bien beau tout ça, mais on peut pas dire que pour l'instant le gain saute aux yeux pour les blancs, puisqu'ils ont quand même toute l'armée blanche est relativement loin des opérations, puisque le roi est en B1, le cahier en C3 et le fou en D2. Mais l'idée va être de combiner l'action contre le roi et contre le fou, et d'essayer de profiter déjà premièrement du manque de mobilité du fou pour se rapprocher du roi noir et essayer de créer quelques menaces contre lui, tout en profitant, donc, je viens de le dire, du manque de mobilité du fou qui risque d'être exposé, comme on va le voir. Je n'ai pas dit, mais il faut aussi tenir compte du pion H, des noirs, qui peut être une source de contre-jeu, et on pourrait imaginer que les noirs pourraient lancer le pion H, H5, et accompagné du roi, essayer de trouver un peu de jeu pour divertir les pièces blanches. Donc justement, pour éviter ce premier contre-jeu, le premier coup des blancs, c'est fou H6. Donc l'idée étant de bloquer le pion, et en même temps de contrôler les cases noires, et donc la case G7 et la case F8. Donc là, il y a deux approches possibles pour les noirs. Soit on décide de gérer le problème du fou en priorité, soit on décide de sortir le roi. Alors la variante principale va être roi G8, donc pour le moment on va se concentrer plutôt sur le coup C5, qui a le mérite d'ouvrir donc la diagonale du fou. Et là, donc, puisque les noirs sont occupés à sortir leur fou, on va essayer, nous, donc, d'attaquer le roi noir. Donc pour cela, bien évidemment, on a besoin du cavalier, et le coup C5 a donc l'idée d'ouvrir la diagonale du fou A8, mais l'inconvénient de ne plus contrôler la case B5, et donc c'est cette case que l'on va utiliser avec le cavalier. Pourquoi la case B5 ? Parce que de B5, le cavalier vise la case D6, et de D6, il contrôlera la case F7. Donc par exemple, son roi G8, cavalier D6, et on voit que le roi noir est coincé. Le cavalier contrôle les cases blanches, enfin la case blanche, la case F7, et le fou contrôle les cases noires. Et bien sûr, le pion H7 gêne son roi. Et donc maintenant, quel va être le plan des blancs ? Tout simplement de ramener le troisième membre de l'armée, à savoir le roi, pour lancer une attaque de mat contre le roi noir. Alors la variante illustrative, c'est fou D5, roi C2, C4, par exemple, roi C3, fou E6, roi D4. Donc là, quel est le plan, la suite des opérations pour les blancs ? C'est, alors, par exemple, sur un coup comme fou F7, on monte le roi jusqu'en F6, donc roi E5, C3, roi F6. Quelle est l'idée ? On se dit, il y a C2, et sur C2, les noirs vont faire C1, et après fou prend C1, on pourrait éventuellement se donner de l'air avec H5.
Mais le truc, c'est qu'on va laisser faire une dame et on va profiter de la position vraiment très resserrée du roi noir pour le mater avec le coup cavalier F5. Et puis on va se servir des cases noires, hein, parce que on Bien l'a sûr. pas évoqué, mais les fous de couleur opposée, même dans une situation avec un matériel aussi réduit, vont favoriser l'attaquant, comme presque toujours. En tout cas, lorsqu'il y a des possibilités vers le roi faible. Et ici, on voit que toutes les pièces vont se servir des cases noires et on va faire mat. C'est vrai que c'est très joli. Hein. Ouais. Et donc là, bon, c'est un dame, et après cavalier E7, roi H8 et fou G7, c'est un joli mat. Ouais, très beau tableau de mat. Ouais. Alors, est-ce que les noirs auraient pu essayer de nous mettre des bâtons dans les roues, essayer notamment de dominer notre cavalier, puisqu'on comprend bien que dans la variante que tu viens de nous donner, le cavalier a besoin d'arriver sur la case E7. Alors, est-ce que je peux essayer de le gêner? On comprend que pour accéder à la case E7, on pourrait par exemple passer par C8 ou F5. Donc, est-ce que je peux conserver mon fou sur cette diagonale et interdire l'accès à la case E7? Alors, le premier travail va consister à retirer le pion C, comme ça, pas de source de contre-jeu. Donc, roi prend C4. Donc là, j'imagine fou E6. Mhm. Roi D4, fou D7. Roi E5. Et là, donc, tu dois attendre sur la diagonale. Voilà, donc, disons fou fou G4, G4, certainement. ouais. Roi F6, fou D7. Et là, il faut trouver le chemin qui va bien. Et ici, visiblement, le chemin, c'est cavalier E4. Donc là, que faire avec les noirs? Faut choisir sa diagonale. Soit fou C6, soit fou H3. Mhm. Sur fou H3, maintenant, on joue roi E7. On libère la case F6 pour le cavalier. Donc fou F5, par exemple. Bon, okay, un coup sur la diagonale, peu importe. Et après, cavalier F6, échec. Roi H8, roi F8, et ça y est, le tableau de maths est fini. On note effectivement le travail sur les cases noires. Et Ouais. le fou noir est évidemment complètement impuissant face à cette idée. Et on comprend que le roi est tellement dominé finalement que le roi et le cavalier blanc peuvent s'organiser de différentes façons. Le seul point commun entre tous ces réseaux de maths, c'est fou G7 qui vient terminer le travail. Donc ça, c'était sur fou H3. Et si j'essaie de déstabiliser ton cavalier avec fou C6, en l'attaquant et en ne lui laissant pas le loisir de viser F6 trop facilement? Alors là, certainement que le plus simple, c'est cavalier G3. Alors pourquoi G3? Parce que le cavalier peut aller soit sur H5, soit sur F5. Sur F5, il peut aller viser donc la case E7. Sur H5, il peut viser la case F6. Et bien évidemment, si jamais on en a besoin, il pourra aussi revenir sur la case E4, d'où il visera une nouvelle fois la case F6. Ouais. Donc ça a l'air d'être fou D7, ouais. Ouais, ça a l'air d'être le coup le plus qui offre le plus d'options au cavalier. Et donc sur fou D7, on joue roi E7, on attaque le fou et on libère encore une fois la case F6. Et donc là, ça va être compliqué d'éviter au cavalier blanc d'arriver sur la case F6 puisqu'il peut passer soit par E4, soit par H5. Et le pauvre fou, noir aura bien du mal à éviter soit la case E4, soit la case H5, à contrôler en même temps la case E4 et la case H5. Donc sur fou G4, ça sera cavalier E4, suivi donc de cavalier F6, roi F8 et fou G7, comme tout à l'heure. Donc ce qu'on a compris, c'est que si les noirs, après le coup introductif fou H6, essaient de libérer leur fou, c'est leur roi qui va subir les foudres de cette attaque avec un matériel très réduit mais extrêmement efficace. Donc j'ai envie de te dire, puisqu'on sait ça, on va tout de suite essayer de s'échapper. Oui, réflexe logique. Donc là, le bon coup, c'est cavalier E4, donc ça, c'est pas très surprenant. Donc attention, on menace cavalier D6, qui retomberait dans la même configuration que dans la variante précédente. Donc là, roi F7 pour sortir le roi de sa tanière. Et donc maintenant, puisque le roi est sorti, on ne veut pas permettre au fou également de sortir, donc on joue cavalier C5 de façon à bloquer le pion C. Ouais, et le fou est définitivement bloqué sur A8 puisqu'il n'a plus accès à la case B7. Oui, exactement. Donc là, on pourrait se dire, bon, ça va être une nulle assez facile puisque le roi va attaquer le fou. Donc d'ailleurs, c'est la ligne principale, roi G6. Le fou va devoir bouger et ensuite le pion H, donc fou F8, H5 et le pion H va générer suffisamment de contre-jeu pour que
pour que les blancs soient obligés soit de sacrifier une pièce, auquel cas ça serait nul très facile, soit débloquer la situation du fou à 8, ce qui, encore une fois, permettrait aux noirs de s'en sortir. Mais on va voir que la magie des études et la géométrie entre le fou et le cavalier, notamment, va permettre d'éviter cette défense. Donc là, il faut ramener le roi, bien sûr, il faut du renfort. Donc roi C2, roi F5, et là, fou D6. Donc l'idée étant que le cavalier, donc comme Laurent fait de jolies flèches, toujours. Donc Pablo Picasso nous a fait deux jolies flèches qui nous indiquent donc que le cavalier contrôle les cases blanches, donc les cases E6 et E4, et le fou en D6 interdit au roi noir la case E5. Donc on voit qu'on fait une sorte de barrière grâce à nos deux pièces. Donc ça, c'est aussi très important de voir comment coordonner les pièces. Ça peut être, d'ailleurs, cette étude peut être, je pense, utile pour mater avec fou et cavalier, notamment. Ouais. C'est comment utiliser le fou et le cavalier de façon complémentaire pour justement interdire certaines cases au roi adverse. Donc là, on pourrait imaginer roi G4, qui semble le coup normal. Roi D2, on ramène le roi. Roi F3, roi E1. Donc là, bien sûr, si les blancs arrivent à ramener le roi dans le coin, c'est terminé immédiatement, puisque le pion sera complètement inoffensif. Et ensuite, tranquillement, le roi remontera case par case vers le pion noir pour le gagner. Et ensuite, ça sera évidemment assez trivial de gagner. Donc, roi G2 pour interdire justement l'accès au coin au roi blanc. Et là, fou E7. Donc, pourquoi fou E7 ? On empêche le pion H d'avancer. Donc, roi G3. Logique. Roi F1. On gagne une case. Bon, et là, finalement, les noirs ont deux idées, probablement, pour essayer de se sauver. Soit utiliser leur pion H, soit retourner vers l'aile dame avec leur roi, en se disant, mon pion H a fait office de diversion, voilà, exactement, et donc je vais pouvoir aller sauver mon fou et le défendre. Donc si je pars sur la première idée, c'est-à-dire utiliser mon pion H coûte que coûte pour faire du contre-jeu, qu'est-ce qui va m'arriver ? Alors du coup je vais gagner le coin avec mon roi, donc je vais jouer roi G1 et roi H3, roi F2. Bon, bien sûr, si roi H2, il y a fou prend H4, donc roi G4. Voilà. Roi G2. Et on voit qu'après roi F5, on joue fou D6, toujours pareil pour interdire la case de 5. Et on fait une barrière, et petit à petit, le roi blanc va se diriger vers le pion H et pour finir par le gagner. Et ensuite, donc, comme je l'ai dit, le gain sera relativement aisé. Ouais, une fois qu'on a gagné le pion H, notre mission, ce sera de retourner vers le fou avec le roi et de le ramasser finalement. Ok, donc on a cette deuxième stratégie qui est justement d'aller aider notre fou, puisque c'est quand même le principal souci des noirs. Donc, est-ce que roi F3, dans l'optique de retourner vers B6 par exemple, est une idée ? Alors là, c'est assez instructif parce qu'il faut être vigilant. Ici, donc les noirs veulent faire roi E3, c'est certainement leur menace, enfin leur idée en tout cas, pour faire roi D4. Donc il faut prévenir ça, il faut faire preuve un peu de prophylaxie en jouant le coup très précis fou D6. Pourquoi fou D6 ? Parce qu'après roi E3, on joue fou E5. Et là, on voit encore une fois ce positionnement du fou et du cavalier qui empêche le roi noir d'approcher. Et donc, on construit une barrière naturelle et interdit ainsi au roi noir d'aller vite vers l'aile dame. Ok, bon, alors je vais prendre le périphérique et je vais essayer d'y aller quand même. Roi D2. Maintenant, on fait roi G2, on se dirige vers le pion H. Roi C2, roi H3. Roi B1, parce que malheureusement, ce blocage voilà, est effectif jusqu'à très loin. Et donc clairement, mon passage, je n'en vois qu'un, c'est celui-ci. Exactement. Mais on va utiliser le même artifice que précédemment. Donc d'abord, on va faire roi H4, on va aller cueillir le pion. Roi A2, roi prend H5. Et sur roi A3, attention, on menace roi B4. Du coup, on utilise le fou en C3.
pour construire la barrière. Et on voit que le roi noir est complètement impuissant et ne peut absolument pas venir en aide à son pauvre fou enfermé. Et donc maintenant, le gain est relativement facile pour les blancs. Le roi blanc n'a plus qu'à se diriger vers A8 pour aller cueillir le fou, et ensuite le pion C6, et ensuite montrer une brillante technique pour mater avec fou et cavalier. Donc cette étude finalement est absolument indispensable à connaître pour les gens qui s'intéressent de près ou de loin à la restriction. On comprend bien qu'en finale, pas qu'en finale, hein, mais surtout en finale, ça peut arriver. On doit essayer de restreindre l'activité des pièces adverses pour que nos propres pièces puissent jouir d'un maximum d'activité. Et ici, finalement, il y a deux branches totalement indépendantes l'une de l'autre, normalement, dans cette étude. Dans la première branche, on restreint le roi noir pour réussir à le mater. On finissait notamment avec ce genre de mat assez spectaculaire. Et dans la ligne principale, on restreint à la fois le fou, grâce à cavalier C5, mais aussi le roi, grâce à cette méthode à la Picasso, on va dire, avec le fou et le cavalier qui arrivent à construire un mur que le roi essaie de contourner, mais ça lui prend tellement de temps, et surtout, même après avoir utilisé beaucoup de temps pour contourner le mur, il y en a un autre qui est érigé immédiatement par le fou et le cavalier. Donc c'est à la fois un modèle de coordination des pièces blanches et de restriction des pièces noires, donc vraiment très instructif. Hein. Ouais, non, c'est une géométrie qu'il faut avoir en tête parce que, encore une fois, pour mater avec fou et cavalier, Par exemple, ouais. c'est justement ce qu'on utilise tout au long de la méthode. Donc, c'est une étude qui, à mon sens, est vraiment instructive et qui mérite d'être rejouée peut-être à tête reposée et d'être bien assimilée par nos followers. Parfait, merci Romu pour cette présentation limpide. On espère que vous avez apprécié la beauté de cette étude avec ces différentes idées. N'hésitez pas à commenter, à partager auprès de vos amis peut-être qui sont intéressés par le jeu d'échecs, les études en particulier, cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner à notre chaîne et on vous dit à très vite pour d'autres aventures sur échecs et pédagogie. À bientôt.